Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, je vais essayer de vous présenter ce qui me semble être tout de même important, puisque nous essayons de voir comment procéder à une réévaluation du pragmatisme. C'est important si du moins on accorde une importance quelconque à la formule de Peirce qui était que le pragmatisme, c'est cette méthode philosophique qui consiste à manipuler les signes pour envisager les questions. Vous comprendrez qu'il soit important de déterminer exactement ce qu'il faut mettre sous ce terme, et c'est pourquoi j'ai décidé de consacrer la deuxième intervention que je ferai sur la sémiotique philosophique de Peirce, donc le pragmatisme comme manipulation de signes pour envisager les questions. Donc je vais être nécessairement schématique parce qu'il y a beaucoup à dire, mais je crois qu'il faut malgré tout reprendre les choses de façon aussi assez large. Bon. La première remarque qu'il faut faire, c'est évidemment que lorsque on parle de quelque chose comme une sémiotique, la première idée qui vient à l'esprit, en tout cas pour nous autres Français, c'est que la sémiotique, historiquement, c'est quelque chose qui s'est assez longtemps confondu avec une tradition qui est la tradition issue de Saussure. Aux États-Unis, en revanche, la sémiotique, c'est quelque chose qui s'est plutôt engagé dans le sillon, dirais-je, assez tardif, il faut aussi le reconnaître, des idées de Charles Peirce, une influence et une direction qui ont été prises en fait de façon, disais-je, lente et indirecte, tardive, lente et indirecte, parce que cela s'est d'abord passé par le biais plutôt de plusieurs lecteurs et interprètes de Peirce, que ce n'est passé d'abord par Peirce lui-même, dont on n'a connu qu'assez tard les travaux. Donc, l'entremise d'abord de Ogden et Richards, ensuite de Frank Ramsey, ensuite de façon plus nette par l'intermédiaire de Morris, de John Dewey, et plus indirectement, en fait, par les travaux ensuite de Bar Hillel, qui devait être un des premiers à attirer l'attention des philosophes du langage, notamment sur la fécondité des analyses peirciennes en matière d'indexicalité. Donc vous voyez, c'est un cheminement assez lent et qui s'est fait. En tout cas, c'est d'abord dans le prolongement des intérêts pour le structuralisme et pour la sémiologie que dans les années 50-60, on commencera en France d'abord à lire Peirce, que ce soit Lévi-Strauss, Mounin, Jacobson, Derrida, Kristeva ou encore Lacan. Ces auteurs ont tous à un moment ou à un autre fait part de leur intérêt pour Peirce. Lorsqu'en 1978 paraissent en France les premières traductions des écrits de Peirce sur le cygne, par Gérard Deledal, écrit sur le cygne au Seuil, n'est-ce pas ? Deledal apporte avec son groupe de chercheurs réunis à l'université de Perpignan, je pense à des gens comme Joël Rétoré, Robert Marty, Michel Bala, une contribution tout à fait importante et qui va faire ressortir la spécificité et la richesse de la perspective peircienne, en particulier en montrant à quel point elle est, si vous voulez, différente de la perspective dominante alors, qui est celle de Saussure. Dans le même temps, Gilles Granger va dégager l'intérêt plus généralement philosophique
de la réflexion de Peirce sur les signes, et son élève Pierre Thibault, à qui l'on doit le premier ouvrage sur la logique de Peirce, qui est un essai magistral de l'algèbre au graphe, qui n'a pas eu d'équivalent pendant longtemps en langue anglaise. Granger et ses élèves, donc dans le Centre d'épistémologie d'Aix-en-Provence, vont montrer le lien indissociable qui existe chez Peirce entre la logique formelle et la perspective sémiotique. Je dirais que depuis une cinquantaine d'années, grâce en partie aux progrès réalisés dans l'édition du corpus et l'accès aux manuscrits, qui sont disponibles en microfilm, les travaux de Peirce, en France, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, ont pu mieux dégager la mesure des liens étroits qui existent entre les différentes facettes de l'œuvre de Peirce et voir aussi en quoi sa réflexion sur la sémiotique, et ça c'est un point très important, est absolument inséparable de son ancrage logique, philosophique, mais également ontologique. C'est d'ailleurs Peirce, je le rappelle, qui définissait son entreprise comme cette philosophie ayant pour mission de considérer le fait de penser comme une manipulation de signes, disais-je, pour envisager les questions. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous allons essayer de voir comment il envisageait les choses. Vaste programme que cette entreprise. Mais une première chose qu'il faut certainement préciser avant de le présenter comme le fondateur de la sémiotique, c'est ceci. C'est que, tout d'abord, en raison de la multitude d'écrits que Peirce consacre au sujet, il faut être extrêmement prudent. Ensuite, il faut être prudent aussi en raison du foisonnement des classifications, des néologismes, qui sont tantôt vantés, tantôt pourfendus par les commentateurs. Mais plus encore parce qu'il n'est guère aisé de prendre l'exacte mesure du domaine recouvert par les termes de sémiotique et de signe chez lui. Une chose est sûre, c'est que Peirce, dès le début, se dit incapable, depuis le jour où, à l'âge de 12 ans, il s'est plongé dans la lecture de la logique de Whateley, je le cite, d'étudier quoi que ce soit, mathématiques, éthique, métaphysique, gravitation, thermodynamique, optique, chimie, anatomie comparative, astronomie, psychologie, phonétique, économie, histoire des sciences, whist, hommes et femmes, vin, météorologie, autrement que comme une étude de sémiotique. Bon. Fin de citation. Bon, alors comment évaluer de tels propos ? Bon, si vous comparez l'entreprise peircienne à celle menée par d'autres sémioticiens ou sémiologues qui voient en leur discipline un domaine distinct et fondé avec ses principes et règles propres, susceptibles de servir de cadre de référence à une théorie plus générale de la culture, de la société, des différences sautent immédiatement aux yeux. Tout d'abord, pour Peirce, les signes ne constituent pas un objet d'étude comme tel, parfaitement défini et constitué, dont on n'aurait qu'à retrouver les structures pour les organiser en code ou en système. Pourquoi ? Eh bien parce que chez lui, d'abord, le concept même de signe est quelque chose qui est problématique. Pourquoi il est problématique ? D'abord parce que, en raison de l'impossibilité où l'on est, de tracer une distinction entre ce qui serait signe et ce qui ne le serait pas. Ensuite, en raison de la complexité du mécanisme permettant d'en comprendre la genèse. En toute rigueur, en effet, notre pouvoir de connaître nous place d'emblée sur le plan strictement phénoménal. Impossibilité de la chose en soi, dit Peirce. Comme les textes publiés en 1868 dans le Journal of Speculative Philosophy le démontrent, être, c'est être connaissable. Et réel, dit-il encore, est ce qui signifie quelque chose de réel. C'est en effet une conséquence de son réalisme scolastique que le monde ne puisse être composé de deux sortes de choses mutuellement exclusives, des signes et des non-signes. Je le cite, « Tout cet univers est imprégné de signes, sinon composé exclusivement de signes. » Donc vous voyez, toute chose dès lors, envisagée dans sa phénoménalité, est signe, et l'univers n'est qu'un immense représentamen. Bon.
Aussi, le concept de signe lui-même, en dépit de l'ancrage historique dont je vais parler, qui est assez précis et qui est donc le sien, n'est-il pas dénué chez Peirce d'un certain flou? Pendant longtemps, les signes se ramènent en fait au seul symbole. Et c'est le concept de représentation qui tient lieu au début de termes techniques pour les signes en général, la sémiotique n'étant ni plus ni moins qu'une théorie très générale de la représentation. D'où les réticences de Peirce à suivre Locke dans son projet d'identification de la logique à la sémiotique, développé, vous vous en souvenez, au dernier chapitre de l'essai concernant l'entendement humain. Même lorsque le concept de représentation semble céder le pas au profit de celui de signe dans la théorie positive qu'il va élaborer en 1868 de la pensée-signe, Thought Sign Theory, conséquence de ce que nous n'avons aucun pouvoir, selon lui, d'intuition ou d'introspection, et donc aucun pouvoir de penser sans signe, fin de citation, le signe, même alors, continue de renvoyer comme seconde intention à une représentation. Ce n'est donc guère avant 1880 que Peirce va prendre conscience de l'importance des icônes et des index, au point d'envisager une logique qui leur serait dévolue, et que par là même le concept de signe se dégage peu à peu de l'acception générale de représentation. Vous le voyez, c'est assez tardivement que le signe acquiert une spécificité et que parallèlement d'ailleurs, le trivium symbolistique, comme il l'appelle, devient le trivium sémiotique, la logique étant désormais définie comme sémiotique, la logique au sens étroit, initialement entendue, relevant de la seule critique. Mais paradoxalement, ça c'est très intéressant, voyez-vous, plus le concept de signe se précise, et moins la sémiotique apparaît comme un domaine spécifique, une science des signes autonome, puisqu'aussi bien c'est la logique tout entière, et donc la logique en sa partie la plus formelle aussi, qui se voit définie comme sémiotique. D'abord hésitant et reconnaissant l'ambiguïté de son emploi du terme, Peirce finit par identifier logique et sémiotique. Certes, cette logique ne constitue pas toute la sémiotique. Il ne s'agit que de ce qu'il appelle la partie scénoscopique ou formelle, générale, normative, spéculative, ou encore ce qu'il appelle la doctrine quasi nécessaire et formelle des signes, ou la théorie pure des signes en général. Il y a donc, mais j'aurais tendance à dire, ou plutôt il peut y avoir, des études idioscopiques de signes aussi variées que les sciences idioscopiques elles-mêmes, physique, biologie, géologie, anthropologie, psychologie, médecine, musique, économie politique, etc. Peirce les appelle du reste de ses vœux en 1909, se présentant comme un pionnier et défricheur de forêts qui se contente, je cite, de dégager et ouvrir les chemins dans ce qu'il appelle sémiotique. Mais il admet aussi qu'il trouve le champ trop vaste et le travail trop lourd pour quelqu'un qui, comme lui, est le premier à entreprendre une telle tâche. Fin de citation. Toutefois, nous manquerions le sens du projet sémiotique peircien si nous ne l'intégrions pas au projet logique et ontologique tout entier. Car l'étude des signes a toujours été comprise par Peirce, d'abord et avant tout, disais-je, en relation avec la logique. Gérard de Ledal avait bien vu que c'était là un point décisif, du reste, qui distinguait notamment la méthode de Peirce de celle de Saussure. Ainsi, la sémiotique élaborée en 1867 dans On a New List of Categories a pour point de départ la logique et est considérée du point de vue de la logique. Lorsqu'elle se développe en 1868 en une théorie sémiotique de la connaissance, posant non seulement que notre pensée est signe, mais que l'homme lui-même est signe, sans doute s'agit-il d'une extension de la sémiotique, l'élaboration déjà d'un modèle possible du mental, mais cette théorie a d'abord pour but de démontrer que sans elle, la validité, dit Peirce, des lois de la logique serait rien moins qu'explicable. Lorsque Peirce donc envisage l'étude sémiotique d'autres disciplines que la logique, par exemple la psychologie,
Il souligne dans le même temps la nécessité de soumettre leur raisonnement à la logique. À vrai dire, même si la conception assez souple des frontières entre les domaines du savoir semble autoriser une théorie générale des signes menée par d'autres chercheurs que le logicien, à mon avis, en tout cas c'est ainsi que je vois les choses, il est assez douteux que Peirce, en ce qui le concerne, soit allé jusqu'au bout de cette possibilité. On le voit ainsi rappeler que tout ce qui a été accompli d'important jusqu'alors, dans l'étude des signes, a d'abord été le fait de logiciens. Whateley, Guillaume d'Occam, Stuart Mill, George Boole. Et qu'il y a donc tout lieu de penser qu'il s'agit là, dit-il, du groupe de chercheurs le mieux à même de poursuivre la tâche. Comment d'ailleurs, vous avouerez, ne pas trouver étrange que ce père d'une sémiotique soi-disant généralisée, si peu avare par ailleurs en projet grandiose, est seulement envisagé comme l'un de ses ouvrages majeurs, dont il espérait qu'il aurait au XXIe siècle le succès du système de logique de Stuart Mill, je cite, un système de logique envisagé comme sémiotique, c'est-à-dire un ouvrage portant non sur toute la sémiotique, mais sur la logique ou sémiotique scénoscopique. Lorsqu'il compare son projet à celui que suit celle qui devait devenir son interlocutrice favorite sur les signes, la fameuse Victoria Lady Welby, Peirce prend également soin de souligner que, je cite, la signifique dont elle s'occupe en fait s'intéresse au premier chef aux relations des signes à leurs interprétants et d'avouer, pour sa part en logicien qu'il est, sa préférence pour la vérité des signes, c'est-à-dire leur relation à leurs objets. Fin de citation. Ne faut-il pas d'ailleurs préférer à signifique le titre de sémiotique, puisque la signification n'est qu'une des deux fonctions principales des signes. En vérité, vous voyez, si la sémiotique met bien en lumière toute une série de signes, et ne se limite donc pas à une typologie des seuls signes linguistiques, comme va en témoigner la classe très large des interprétants, affectifs, énergétiques, etc., force est de noter que le modèle linguistique pour Peirce reste prégnant. Comme Frege ne cesse lui-même de le dire, sensiblement à la même époque, le sens véritable d'un signe est bien à chercher dans le contexte de la proposition. Je cite Peirce, « Aucun signe d'une chose ou espèce de chose ne peut apparaître ailleurs que dans une proposition, et une opération logique sur une proposition ne peut mener qu'à une proposition et à rien d'autre, de sorte que les signes non propositionnels n'ont d'existence que comme constituants de propositions. » Fin de citation. Collected Papers, je donne la référence, volume 4, paragraphe 583. Comment s'étonner dès lors, n'est-ce pas, que la théorie de la signification révélée par la sémiotique soit indissociable d'une théorie de la vérité, seule capable de fournir la finalité véritable des signes. Je cite Peirce de nouveau, « Le but des signes, qui est le but de la pensée, est d'amener la vérité à l'expression. La loi sous laquelle un signe doit être vrai est la loi de l'inférence, et les signes d'une intelligence scientifique doivent par-dessus tout être tels qu'ils se plient à l'inférence. C'est pourquoi la relation illative, j'insiste là-dessus, est la relation sémiotique première et primordiale. Dire, pourrait-on objecter, que le but de la pensée est d'amener la vérité à l'expression, c'est dire que la production des propositions plutôt que celle d'inférence est l'objet premier. Mais la production de propositions est de la nature générale de l'inférence, si bien que l'inférence est la fonction essentielle de l'esprit cognitif ou scientifique. Fin de citation de 444N. Bon, il paraît donc difficile de dissocier, c'est une chose acquise, la sémiotique peircienne de sa perspective logique. Mais que faut-il, c'est la deuxième question qu'il nous faut évidemment clarifier, que faut-il au juste entendre chez lui par logique?
Et cela constitue-t-il, comme le laisse entendre par exemple Julia Kristeva, une réduction du champ sémiotique? Sans doute est-ce là que réside la force de la réflexion peirsienne sur les signes. Car la logique, précisément, n'a jamais chez Peirce un sens étroit. Non seulement elle s'inscrit dans une tradition inspirée des médiévaux et d'une conception graphique plutôt qu'algébrique de la logique, différente de celle qui, avec Frege et Russell, va marquer pour l'essentiel la logique contemporaine, mais elle se rattache d'emblée, comme chez les classiques, à l'ontologie, une ontologie qui va prendre chez Peirce un tour réaliste sous la forme d'un réalisme catégoriel, triadique. Donc c'est à ça qu'il nous faut à présent venir. En quoi consiste cette sémiotique logique et ontologique? Et rien ici, voyez-vous, ne saurait être, une fois de plus fourvoyant lorsqu'on se plonge dans les classifications opérées par Peirce dans ses écrits sur le signe, de se laisser emporter par le vocabulaire technique, voire ésotérique, il faut le dire, qui les accompagne, conforme du reste à ce qu'il appelle strictement son éthique terminologique. Et donc, fourvoyant d'oublier d'où elle procède. Or, ce point de départ est fondamental. Les classifications sémiotiques ne sont en réalité que la traduction pure et simple des classifications catégorielles, ensuite appelées phanéroscopiques, élaborées très tôt par le jeune Peirce dans son désir de mettre en place, en lecteur fervent de Kant qu'il est, un système métaphysique cohérent. Trois influences me paraissent ici décisives dans la mise en place de ce projet qu'il faut bien donc appeler sémiotico-logico-catégoriel. Kant, George Boole, les scolastiques, Occam et Dunscott en particulier. Kant tout d'abord, de qui Peirce retient que la logique n'est pas seulement la méthode, mais le fondement de la métaphysique. Car la logique a une profonde signification. C'est le fait, je cite, que les concepts communs ne sont rien d'autre que des objectivations de formes logiques. Fin de citation. Il faut donc former une déduction correcte des catégories qui ne doivent plus rien aux ambiguïtés psychologistes. Kant a bien vu qu'une science des formes de la pensée est possible, mais il n'a pas évité les confusions de la psychologie des facultés et il a joint l'étroitesse du programme au manque de rigueur de celui-ci. Or, pour faire ce que Peirce appelle, citation importante, une analyse logique des produits de la pensée, puisque, n'est-ce pas, la logique a bien à faire avec la forme de la pensée, il suffit d'aller directement aux symboles eux-mêmes, mots, propositions, arguments, qu'ils soient ou non compris, qu'ils soient ou non dans un esprit. Si la logique a trait aux symboles et non plus, donc, vous voyez, au seul concept, c'est bien parce qu'elle considère déjà la pensée comme une série de symboles. Comme Peirce le dira en 1867 dans la nouvelle liste des catégories, la logique traite de la référence des symboles en général à leur objet. Volume 1, paragraphe 559. George Boole, disais-je, est celui qui, chez Peirce, croit pouvoir trouver, aux yeux de Peirce, est celui qui, pour Peirce, doit pouvoir donner la richesse et la rigueur d'une logique de ce genre. Si vous vous souvenez de ce que George Boole écrit dans Les lois de la pensée, en effet, son projet, c'est bien aussi d'examiner les produits de la pensée directement, en donnant aux lois par lesquelles les opérations de l'esprit s'effectuent, je cite, « expression dans la langue symbolique d'un calcul ». Bref, en se servant de signes, je cite Boole de nouveau, chapitre 2, paragraphe 2 des lois de la pensée, tels qu'ils sont définis et compris selon leur fonction représentative, de leur donner, je cite, une interprétation fixe permettant de définir un univers de discours. On ne saurait donc trop y insister,
Il y a d'abord dans l'usage que fait Peirce du signe un réflexe de mathématicien, celui de quelqu'un qui a commencé comme Boole et comme son père, le mathématicien Benjamin Peirce, qu'il y a entraîné très tôt, par, je cite, « penser en symboles algébriques », se rendant compte que penser, ce n'est pas forcément, je cite, comme il le dit dans les Nouveaux éléments de mathématiques, volume 3, tome 1, page 191, se parler à soi-même. Eh bien, vous retrouverez constamment chez lui cette habitude de penser par diagramme, par image stéréoscopique, qui trouve, c'est le terme qu'il emploie, et le cinéma n'est pas loin d'être inventé, qui trouve son illustration dans le privilège essentiel accordé à un modèle graphique plutôt qu'algébrique de la logique. La troisième influence importante, disais-je, dès 1864, sur cette théorie sémiotique, cette approche philosophique de la sémiotique chez lui, eh bien, c'est ensuite la lecture qu'il fait très tôt à Harvard des médiévaux, sur lesquels il va donner d'ailleurs plusieurs conférences. Chez les médiévaux, il va trouver plusieurs sources d'inspiration cruciales pour sa réflexion sur le signe et pour sa conception aussi de la sémiotique. Je dirais, premièrement, une redéfinition de la logique et des liens entre logique et grammaire. Il est désormais notoire, en effet, que le grand projet peircien d'élaboration d'une sémiotique a pris naissance dans le moule constitué par le trivium, grammaire, logique et rhétorique. D'abord appelée symbolistique, la sémiotique s'est ainsi successivement divisée en grammaire universelle, logique, rhétorique universelle, avant de devenir grammaire formelle, logique et rhétorique formelle en 1867, grammaire pure, logique à strictement parler et rhétorique pure en 1897, et en 1903, grammaire spéculative, critique et méthodeutique. Par là, Peirce fait quoi? Eh bien, il rejoint simplement une certaine idée de la grammaire qui était présente chez des auteurs comme Roger Bacon, puis chez les modistes au XIIIe siècle. Une grammaire où l'on se dégageait du modèle traditionnel issu de Donat et de Priscien, tributaire des différentes langues et des accidents linguistiques, pour viser l'universalité et la congruité des expressions, pour mettre en évidence les caractéristiques générales, nominales, verbales ou adverbiales de la langue. Eh bien, de 1867 jusqu'à la fin, 1914, Peirce ne va cesser de souligner la nécessité de mener les différentes analyses de la sémiotique à un triple niveau, termes, propositions, arguments, celui-ci étant à son tour décomposable pour les termes en icônes, index et symboles, et pour les propositions en vraies, fausses, douteuses, pour les arguments enfin en déduction, hypothèse et induction. Ce qui n'est qu'une autre manière, vous voyez, de retenir l'enseignement des manuels scolastiques qui divisaient la logique en termes, propositions et arguments, mais aussi celui des manuels de rhétorique qui, au Moyen-Âge puis à la Renaissance, retenaient la division tripartite fondamentale du discours rationnel. Tout en conservant la diversité des interprétations autorisées par la consequentia scolastique, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, mais il y a là une approche tout à fait intéressante, Peirce déclare pareillement que, je le cite, la relation entre sujet et prédicat, ou antécédent et conséquent, est essentiellement la même que celle qui existe entre prémisse et conclusion. 4.3. Ce qui est reconnaître qu'en définitive, la distinction entre termes, propositions et arguments est moins fausse, dit-il, qu'inutile. La relation fondamentale étant, comme on l'a vu, la relation illative. Deuxième chose que Peirce va apprendre des scolastiques, je dirais un modèle d'analyse du mental. Ce n'est pas en effet sur le seul plan de l'interprétation de la logique et de ses relations avec la grammaire que l'apport médiéval se fait sentir dans la réflexion peircienne sur la sémiotique.
c'est aussi et plus subtilement dans l'imposant projet qui est le sien d'élaborer un nouveau modèle du mental qui ne doit plus rien au psychologisme, mais qui doit pourtant pouvoir tenir compte de la psychologie, de certains faits de psychologie, par un usage formellement réglé des signes et de la signification. Peirce a très vite compris, en effet, la révolution qu'avaient accomplie les médiévaux dans le domaine de la réflexion sur les relations entre la pensée et le langage, et que c'était chez eux qu'il avait le plus de chances de trouver les moyens théoriques de réaliser cette sémantisation générale, si j'ose dire, de la pensée qu'il avait en vue. Car pour un scolastique, affirmer que la pensée est un signe, c'est simplement rappeler que la pensée est de la même nature générale qu'un signe. Comme Peirce le note en 1871, dans le compte rendu qu'il rédige de l'édition Fraser des œuvres de Berkeley, je le cite, « De même que l'esprit de Duns Scott roule toujours sur des formes, de même celui d'Occam roule sur des termes logiques. Occam pense toujours à un concept mental comme à un terme logique qui, au lieu d'exister sur le papier ou dans la voix, est dans l'esprit, mais est de la même nature générale, à savoir un signe. Le concept et le mot diffèrent sous deux aspects. D'abord, un mot est arbitrairement imposé. En second lieu, un mot signifie indirectement, à travers le concept, qui signifie la même chose directement. » Fin de citation. Les signes linguistiques, vous voyez, servent donc à signifier, et là je cite Occam au début de la somme de logique, 1, je signifiais les choses mêmes qui sont signifiées par les concepts de l'esprit, de sorte qu'un concept signifie premièrement et naturellement quelque chose, et un mot parlé signifie secondairement et seulement conventionnellement. Vous comprenez comment un élargissement de la logique devient alors possible. Outre que le symbole permet d'étendre l'analyse logique à ce qui est virtualitaire ou habitualitaire, distinction que Peirce dit emprunter à Duns Scott et qui deviendra fondamentale pour le pragmatisme, pleinement élaboré, on peut éviter toute intrusion éventuelle du psychologique dans le logique, en insistant sur le processus même de la symbolisation, indépendamment du fait même de penser. La logique est désormais définie comme, je cite, traitant des intentions secondes appliquées aux premières, les intentions secondes étant les objets de l'entendement considérés comme représentation, et les intentions premières, les objets de ces représentations. Cette idée est mise en forme dès 1867. Les objets de l'entendement, écrit Peirce, sont des symboles, c'est-à-dire des signes qui sont au moins potentiellement généraux. Mais les règles de la logique valent pour tous les symboles, ceux qui sont écrits ou parlés, aussi bien que ceux qui sont pensés. Mais pourquoi, direz-vous, cela permet-il de faire une analyse logique et non psychologiste, n'est-ce pas, des produits de la pensée? Eh bien, précisément parce qu'on peut traiter les symboles comme des signes ou des termes logiques, en centrant ainsi l'analyse non plus sur ce qu'ils sont, à savoir peut-être des sons, des marques, des états ou images mentales, en un mot des intentions de l'âme, mais sur l'usage qu'on en fait en formant des énoncés sur des choses qu'ils ne sont pas. En adoptant ainsi le point de vue des intentions secondes appliquées aux premières, nous n'étudions pas les propriétés des objets de la pensée comme tels, nous n'étudions que les propriétés de l'objet en tant qu'il est un objet de pensée, ou, je cite, ce que c'est pour un objet que d'être un signe. Fin de citation. Mais cette méthode dispose en outre d'un outil puissant qu'ici encore Peirce reprend, si j'ose dire, aux médiévaux. Cet instrument, c'est la suppositio. À juste titre, c'est en Guillaume d'Occam, ici,
que Peirce va voir celui qui a su, certes non pas inventer, mais clairement préciser et raffiner cet instrument puissant de la logique médiévale, l'un des termes techniques les plus utiles du Moyen-Âge, lequel permet vraiment de ne plus traiter le signe que sous l'angle de sa capacité, je cite, d'être pris pour quelque chose en vertu de sa combinaison avec un autre signe du langage dans une phrase ou une proposition. Fin de citation, Somme de logique Guillaume d'Occam, 1, 64. Et donc, en laissant par là même de côté la significatio du signe, la suppositio a bien des avantages en effet. Premier avantage, elle garantit le caractère formel de la nouvelle logique. Mais aussi, deuxième avantage, elle se présente comme un outil d'analyse sémantique. Ce pourquoi le domaine privilégié de la suppositio reste bien d'ailleurs chez Guillaume d'Occam, comme on l'a souvent noté, celui de la suppositio personalis. La formalisation du signe n'est donc pas synonyme, vous voyez, chez Occam, pas plus que chez Peirce, d'une réduction de la sémantique à la syntaxe. Elle s'entend seulement comme, dirais-je, une mise à l'écart, et chez Peirce en tout cas provisoire, de la signification du signe. Bref, de ce que le signe prétendrait vouloir dire sur le monde ou sur nous, indépendamment de sa pure et simple mise en œuvre comme signe. L'analyse du signe et de la relation signe, dans les termes de la supposition, va dès lors permettre de dégager les caractéristiques formelles et sémantiques qui s'y attachent et effectuer une décomposition ou déduction systématique de la relation signe, sign relation, dans le cadre de ce qu'il faut bien appeler une sémiotisation radicale du mental. Mais en retour aussi d'une mentalisation irréductible, nous allons le voir, du signe. D'où l'intégration dans le projet, malgré un antipsychologisme décidé, de catégories mentalistes telles que l'intelligibilité, l'intentionnalité, le sens, sous la forme de ce que Peirce appelle dans son jargon la catégorie de tiercéité, thirdness. D'où enfin les hésitations de Peirce dans les modèles qu'il inspire entre un Guillaume d'Occam plus formel, mais aussi un peu sermocinaliste, et un pseudo-Scott dont la grammaire spéculative, dite pourtant formelle, rend mieux compte de la richesse et de la complexité des signes. On comprendra que, dans ce contexte, la théorie de la pensée-signe développée dès 1868 cherche moins à réduire le mental au langage qu'elle ne vise à élaborer un modèle cohérent et suffisamment non psychologique du mental. Terme très large, vous voyez, qui ne se réduit pas à la seule pensée humaine, mais va s'étendre pour Peirce aux machines logiques, à l'intelligence scientifique, mais aussi aux abeilles, voire aux cristaux. Donc le terme de mind chez lui n'est pas du tout une catégorie réservée à l'esprit humain. Si nous souhaitons analyser les phénomènes mentaux, écrit-il, la meilleure manière est de le faire non de l'intérieur, mais de l'extérieur, c'est-à-dire dans les signes, à travers l'activité sémiotique. Fin de citation. Volume 7, paragraphe 364. Observer la manière de fonctionner du signe, vous voyez, nous sommes bien dans une perspective pragmatiste, on observe la relation signe plus que le signe lui-même, dont la pensée n'est qu'une catégorie, devient alors le moyen le plus sûr pour comprendre en retour les phénomènes mentaux, ainsi d'ailleurs que certaines de leurs caractéristiques irréductibles. Un autre aspect évidemment très important qui découle de cet ancrage logique et ontologique, c'est le fait que cette sémiotique se développe comme une sémiotique réaliste. Signe et nominalise vont souvent dans l'histoire de pair. Pensez à Guillaume d'Occam, à John Locke,
Thomas Hobbes à Berkeley ou à Condillac. Eh bien, pour Peirce, au contraire, non seulement réalisme et sémiotique ne sont pas contradictoires, ils sont à ses yeux indissociables. Là encore, il y a une idée qui est peu banale, même si on sait maintenant, en relisant d'un peu plus près les médiévaux, que le réalisme et la sémiotique sont aussi des choses qui ont pu être pensées à l'époque. Mais c'est vrai que, en tout cas, si vous reprenez tous les auteurs que j'ai évoqués, n'est-ce pas, on entend plutôt comme relevant d'une tradition nominaliste les gens qui mettent l'accent sur le fait que la pensée soit en signe. Or, ce qui est très intéressant, c'est que Peirce dit, mais pas du tout, ce que je veux défendre, c'est une sémiotique réaliste et non pas du tout nominaliste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour le comprendre, il faut revenir d'abord justement à ce qui est le premier moteur du réalisme pour Peirce, son réalisme scotiste. Le réel est ce qui signifie quelque chose de réel. Je reviendrai dans une autre séance sur ce qui est caractéristique du réalisme peircien lui-même, n'est-ce pas, puisque c'est vraiment un point sur lequel on doit être très clair, dans la mesure où il me semble que, en tout cas c'est l'idée que je soutiens, que loin de se rattacher à une perspective nominaliste, le pragmatisme bien conçu implique le réalisme. Bon. Pour le moment, retenons simplement, relativement à notre interrogation sur le projet sémiotique, que cela signifie que dans la perspective de Peirce, le réel est pensé comme ce qui signifie quelque chose de réel. Je vous prends un passage, par exemple, du volume 8, 183. Si une personne pointe en direction du soleil et dit « Regardez là-bas », c'est cela que nous appelons le soleil. Le soleil n'est pas l'objet de ce signe, c'est le signe du soleil, le mot soleil, auquel sa déclaration se rapporte. Et ce mot, nous devons nous familiariser avec lui par expérience collatérale. Bon, je reviendrai plus loin. Ce n'est donc pas, vous voyez, le soleil, mais le mot qui nous est livré. Comme chez Wittgenstein, le signe chez Peirce ne dit pas les choses. Il peut au mieux en dire quelque chose, c'est-à-dire les indiquer. Signifier ne saurait donc se ramener à une relation à deux termes entre un signe et une entité, le signifié, si vous voulez, la signification, qui serait extérieure au domaine des signes. Comme je l'ai dit, tout est signe, et appelle donc une réflexion systématique. Il faudra donc des classifications, des définitions, si l'on veut constituer une étude quasi formelle, quasi nécessaire des signes, examiner la structure de la relation signe, mais aussi comprendre les conventions du système de signes, notamment en mathématiques. Mais surtout, il faudra garder à l'esprit que les classifications ne sont pas des flatus vocis, car l'essentiel n'est pas de dégager des classes de signes, ni même de déterminer, comme par exemple c'est le cas dans une perspective plus husserlienne, ce que c'est pour un objet que d'être un signe, c'est de déterminer la fonction réelle de ces classifications. La sémiotique est à cet égard très peu différente d'une science naturelle. Je cite ce passage dans la traduction de Ledal, c'est page 29, 8 332. Si la question était simplement de savoir ce que nous entendons vraiment par signe, elle pourrait rapidement être résolue. Mais là n'est pas la question. Nous sommes dans la situation d'un zoologiste qui veut savoir quelle devrait être la signification de poisson pour faire des poissons une des grandes classes de vertébrés. Il me semble que la fonction essentielle d'un signe est de rendre efficientes les relations inefficientes, non pas de les mettre en action, mais d'établir une habitude ou une règle générale par laquelle elles agiront quand il le faudra. Fin de citation. Peu importe donc, vous voyez, l'usage ordinaire de signes. Vous pouvez en partir, comme le zoologiste exactement, par des définitions qu'il a,
À la limite, même une définition technique, bien que bénéficiant de l'éthique terminologique, n'est pas la plus décisive. L'essentiel reste bien de partir de l'ontologie, des classifications catégorielles, et de voir ensuite, par une observation phénoménologique, comment et si on doit les retenir ou les réviser. Un signe est peut-être conventionnel ou artificiel. Cela n'implique pas que les divisions sémiotiques ne correspondent pas à des classifications réelles. Vous mesurez du même coup combien, incidemment, il serait hasardeux de tirer la sémiotique peirsienne, comme on l'a fait parfois, dans le sens d'un hypercontextualisme, d'où serait absent toute référence du signe au représentamen, que ce soit un état du monde ou un état de la pensée. Et pourquoi aussi l'objet va prendre une telle place dans la relation sémiotique. Lui seul permettant en effet, en maintenant la force réactive de la réalité mondaine, d'éviter l'échec cuisant d'une analyse idéaliste des signes à la Berkeley. L'essentiel étant de réfléchir non à la nature des signes, vous le voyez, mais à leur sens, l'examen va donc se porter sur le processus sémiotique lui-même, c'est-à-dire sur les signes en acte tels qu'ils se dégagent de l'analyse catégorielle. Or, que donne cet examen? Il met en relief, dès 1867, 3 ordres catégoriels distincts fondamentaux. En appliquant en effet la méthode occamienne de la suppositio, Peirce opère une refonte complète de la relation propositionnelle traditionnelle entre sujet et prédicat. La relation entre les termes n'est pas comprise comme une relation causale entre des termes pris absolument, n'est-ce pas, mais comme une relation entre des termes connotatifs, c'est-à-dire, si vous vous souvenez de la définition que donne Occam de ce que sont les termes connotatifs, au chapitre 5, 9 de la Somme de logique, tels qu'ils signifient une chose premièrement et une autre secondairement. Par exemple, dans la proposition « le poil est noir », noir se réfère premièrement à sa signification, la noirceur, et secondairement au poil, sur la base de cette signification. Donc, dès que nous formons une proposition, dès que nous assignons des qualités qui sont non pas des concepts mais des hypothèses à des choses, nous ne nous contentons pas de lire un réel qui nous serait en quelque sorte donné à livre ouvert, nous nous livrons d'emblée à une activité théorique d'interprétation. Je cite Peirce, « Je vois un poil noir. Il y a une sensation directe de noirceur. Mais si je juge le poil comme étant noir, c'est que je compare cette expérience avec des expériences antérieures. C'est que je compare la sensation avec une idée familière qui est dérivée d'objets noirs familiers. Quand je dis que le poil est noir, je fabrique une petite théorie pour en expliquer la vue. » Fin de citation. Vous voyez qu'il ne saurait donc y avoir de renvoi direct du signe à son objet. Il faut toujours un autre signe qui n'est pas du reste nécessairement un esprit, mais un signe qui l'interprète comme le faisant. Toute proposition implique donc une référence à un objet qui est elle-même rendue possible par une représentation, ou ce que Peirce appelle son interprétant, qui l'interprète. À son tour, celle-ci s'opère sur la base de tel ou tel aspect prélevé ou abstrait de l'objet, ce qu'il appelle son fondement ou ground. 3 catégories par là même, et non 2, deviennent indispensables à toute synthèse. La référence à l'objet, qualité, la référence au fondement, relation, la référence enfin à l'interprétant ou représentation. Vous avez là le principe fondamental de la déduction sémiotique, principe sur lequel Peirce ne variera jamais, quelles que soient par ailleurs les révisions apportées à ces classifications. La sémantique est dès lors en marche, si j'ose dire, pour s'appliquer
au mental lui-même. Vous pouvez mesurer tout de suite l'efficacité du dispositif dans l'examen de ce signe parmi d'autres qu'est la pensée. Pourquoi? Eh bien parce que la pensée ne va en effet tirer son sens, ne va pas tirer son sens d'un sujet ou d'un esprit, mais de la relation de signification qui se trouve ainsi instaurée. C'est le sens de la formule « la pensée est un signe qui renvoie non à un objet, mais à une pensée qui est son signe interprétant, celle-ci renvoyant à son tour à une autre pensée-signe qui l'interprète, et ceci en un processus continu. » Peirce prend l'exemple suivant. Supposons que l'on pense à Toussaint Louverture et qu'on pense à lui comme à un noir, mais non distinctivement comme à un homme. Si l'on ajoute ensuite cette distinction, c'est par le moyen de la pensée qu'un noir est un homme, c'est-à-dire que la pensée subséquente homme renvoie à la chose externe parce qu'elle est prédiquée de cette pensée antérieure, noire, que l'on a eue de cette chose. Si nous pensons ensuite à Toussaint comme à un général, alors nous pensons que ce noir, cet homme, fut général. Et dans tous les cas, la pensée subséquente dénote ce qui a été pensé dans la pensée antérieure. Fin de citation. Vous voyez donc que le processus sémiotique est toujours une relation à 3 termes et non pas à 2 termes. Un signe est une chose reliée sous un certain aspect à un second signe, son objet, de telle manière qu'il met en relation une troisième chose, son interprétant, avec ce même objet, et ainsi de suite ad infinitum. Issue de l'analyse catégorielle, cette triadicité va au fil des textes et des analyses logiques et phénoménologiques manifester l'existence de 3 catégories sémiotiques distinctes et irréductibles les unes aux autres, bien que toujours liées dans l'expérience, la priméité ou dimension qualitative du réel, firstness, dans sa spontanéité et son immédiateté sensible, la secondéité, secondness, l'élément réactif et brutal de l'expérience, la tiercéité, thirdness, telle qu'elle se manifeste dans le sens, l'intelligence, l'intelligibilité, la règle habitude, la pensée, et le rôle prééminent que va jouer dès lors cette dernière catégorie. Si je résume donc les choses, vous voyez que 3 idées animent le réalisme catégoriel sémiotique. La première idée, c'est celle qui fait dériver les classifications sémiotiques des catégories logiques. Deuxième idée, celle qui associe le signe à la tiercéité. Troisième idée, enfin, c'est l'idée que la catégorie de tiercéité manifeste, dit Peirce, une causalité finale ou une intentionnalité qui fait de la relation signe une relation triadique irréductible. Je cite, « Si l'on prend une forme quelconque de la relation triadique ordinaire, on y trouvera toujours un élément mental. » Fin de citation. Bon. Alors, on va, si on examine à présent les retombées de ce réalisme sémiotique, sur justement quels en sont les effets, eh bien, nous allons voir qu'on va retrouver dans les 10 classes de signes proposées en 1903 par Peirce la mise en œuvre, évidemment, de ce principe de base. Miroir des catégories logico-ontologiques, les classifications sémiotiques permettent une division du signe selon qu'il est, comme tout phénomène, premier, second ou troisième. En d'autres termes, suivons qu'il est en lui-même une simple qualité, un existant réel ou une loi générale. Deuxièmement, suivons que la relation de ce signe à son objet consiste en ce que le signe a quelques caractères en lui-même, ou en relation existentielle avec cet objet, ou en relation avec cet interprétant. Troisièmement, enfin, suivons que son interprétant le représente comme un signe de possibilité, ou comme un signe de fait, ou comme un signe de raison. Fin de citation de 244
traduction de Ledal, page 138. Comme premier, le signe va donner lieu à une nouvelle trichotomie, quali-signe, ou signe incarné dans une qualité, n'ayant rien à voir avec son caractère de signe, saint-signe, ou événement singulier existant qui est signe, légisigne, ou loi qui est signe. Maintenant, comme second, c'est-à-dire par rapport à son objet, le signe ou existant peut se décomposer à nouveau, selon qu'il est premier ou icône, renvoyant à l'objet en vertu de caractères qui lui sont propres, que l'objet existe ou non, second ou index, renvoyant à l'objet par lequel il est dynamiquement affecté, troisième enfin, ou symbole, renvoyant à l'objet en vertu d'une loi. Enfin, comme troisième, c'est-à-dire par rapport à l'interprétant, le signe peut exprimer sa généralité, soit comme premier, on l'appelle alors un rem, soit comme possibilité qualitative, soit comme second, d'ici-signe, ou signe d'existence réelle, soit enfin comme troisième, argument, ou signe qui, pour son interprétant, est un signe de loi. Ainsi, par un processus de classification catégorielle, vous voyez, vous obtenez 10 classes de signes, le passage d'un niveau à l'autre opérant une complexification et la relation fonctionnelle entre chaque niveau étant garantie par la nécessité que l'interprétant soit un signe nouveau qui représente le même objet parce qu'il est lié à celui du premier signe d'une manière invariablement triadique. Revenons, si vous le voulez bien, sur la division qu'établit Peirce entre index, icône et symbole. Voici ce qu'il dit. Un signe est soit une icône, un index ou un symbole. Une icône est un signe qui posséderait le caractère qui le rend signifiant, même si son objet n'avait aucune existence. Tout comme un trait de crayon à mine représente une ligne géométrique. Un index est un signe qui perdrait d'emblée le caractère qui fait de lui un signe si son objet était enlevé, mais qui ne perdrait pas ce caractère s'il n'y avait aucun interprétant. Ainsi, par exemple, un moule comportant un trou de balle comme signe d'un coup de fusil, car sans le coup, il n'y aurait pas eu de trou. Mais il y a bien un trou que quelqu'un ait ou non l'idée de l'attribuer à un coup de fusil. Un symbole est un signe qui perdrait le caractère qui fait de lui un signe s'il n'y avait pas d'interprétant. Ainsi, n'importe quelle forme de discours ne signifie ce qu'elle signifie qu'en vertu de ce que l'on comprend qu'elle a cette signification. Alors, pour mieux comprendre, j'ai les mis sur votre feuille d'accompagnement, on peut appliquer, n'est-ce pas, les catégories sémiotiques, comme le fait Peirce, à un exemple, la trace de pas retrouvée par Robinson sur le sable. Si je reprends donc le jargon peircien, mais qui, vous voyez, doit maintenant être relativement lisible, n'est-ce pas, si on retient les différentes classifications, par rapport à elle-même, cette trace est donc un quali-signe, vous voyez, c'est-à-dire le signe d'une qualité indépendamment même de son impression dans le sable. Ensuite, c'est un saint-signe en tant que trace unique laissée hic et nunc à cet endroit de l'île. Ce ne peut être un légisigne. Pourquoi ? Parce qu'elle renvoie au seul pas de l'individu vendredi et n'a donc aucune généralité. Toutefois, en d'autres temps et lieux, elle pourrait servir à faire la différence entre le pas de vendredi, par exemple, et celui d'autres habitants de l'île, et serait alors, telle une empreinte digitale, un légisigne. Vous voyez ? Bon. Par rapport en son objet, à présent, c'est une icône ou image signe qui renvoie à son objet en vertu de caractères qui lui sont propres et qu'il possède. La trace est ici iconique parce qu'elle peut représenter son objet principalement par sa similarité, quel que soit son mode d'être. Vous noterez au passage que si la trace revêt ici un caractère iconique
en raison certes de sa ressemblance avec l'objet, dont elle est ici l'image, priméité en ce sens de l'icône. Il peut y avoir relation iconique, une fois encore, alors même que la ressemblance avec l'objet n'est pas matérielle, n'est-ce pas? Mais, j'insiste, consiste simplement dans les relations avec ses parties. Et c'est le cas, par exemple, de ces icônes qui jouent un rôle si important dans la sémiotique persienne et notamment en mathématiques, du diagramme, ou dans un parallélisme ou une analogie, comme la métaphore encore. Vous noterez aussi que la trace de pas n'est une icône que parce qu'il doit y avoir, toujours la même chose, un interprétant capable de savoir qu'elle exhibe son objet. Le sens du signe, en d'autres termes, ne peut donc pas être donné. Il suppose la maîtrise d'une règle ou de son usage. Aussi, les icônes sont-elles le plus souvent des symboles, c'est-à-dire des signes associés à leur objet par des règles conventionnelles. Mais la trace de pas, à présent, est aussi par rapport à son objet un index. Un index, pourquoi? Eh bien, parce que c'est celui de la présence sur l'île, non pas de quelqu'un en général, n'est-ce pas, mais de l'individu, hic et nunc, vendredi. Vous noterez le lien étroit de connexion réelle qui relie donc le signe à son objet et rend bien l'objet, n'est-ce pas, nécessaire au signe. La trace de pas attire l'attention. Elle surprend celui qui croyait se trouver sur une île déserte. Elle indique bien dynamiquement la présence existentielle d'un individu. Donc, valeur indexicale de la trace. N'est-ce pas ? Mais elle a aussi valeur de symbole. De quelle façon? Eh bien, parce qu'elle fonctionne comme un représentamen dont le caractère représentatif consiste précisément en le fait d'être une règle qui déterminera son interprétant, dit Peirce. La trace est en effet un symbole pour l'interprétant qui infère de la représentation de cette forme et de ce qu'elle indique la présence d'un homme sur l'île. Vous y êtes? Voilà. Vous voyez, il y a toutes les classifications extrêmement fines qui vous donnent donc les variations possibles de ce que c'est un signe comme une trace de pas. Il y a donc des éléments indexicaux, des éléments iconiques, des éléments symboliques, et que ensuite ces éléments fonctionnent différemment dans le processus de sémiotisation relativement à leur place par rapport à la trace vue comme objet, comme signe ou comme interprétant. Vous y êtes? Donc tout en réalité peut prendre un sens différent en fonction de la façon dont vous opérez, n'est-ce pas, ces mises en forme triadiques. Bon, on pourrait dire qu'en sa dimension d'icône ou d'index, la trace est autosuffisante, n'est-ce pas? La trace serait donc, au fond, un signe, à première vue, qui fait signe en n'ayant besoin, après tout, que de son objet et non pas d'un interprétant. Vous pourriez même dire que si la trace comme index est liée physiquement à son objet, la trace comme icône n'a pas de lien dynamique avec l'objet qu'elle représente. Simplement, ses qualités, je cite Peirce, ressemblent à celles de cet objet et provoquent des sensations analogues dans l'esprit pour lequel elle est une ressemblance. Fin de citation. Mais cette relative non-dépendance de l'icône et de l'index par rapport à l'interprétant, et même dans le cas de l'icône, par rapport à l'objet, ne va faire que souligner la fonction spécifique qui est la leur dans la relation signe. Vous voyez ? C'est-à-dire une fonction d'indication plus que d'affirmation. Peirce dit ceci, les icônes et les index n'affirment rien. Donc plus une fonction d'indication que d'affirmation ou de signification. Cette dernière relevant des signes qui exigent le recours à un interprétant, c'est-à-dire moins les seuls symboles du reste que les signes en lesquels la dimension symbolique devient déterminante. Une fois encore, ce n'est donc que renvoyer à son interprétant que le signe, en sa dimension indexicale ou iconique,
acquiert une valeur dénotative, donne une information, prend en d'autres termes son sens de signe. Ce qui revient donc à dire incidemment qu'aucune image en tant que telle, pour Peirce, n'est un signe. Puisque, en tant que telle, elle doit renvoyer, pour que le processus de signification s'enclenche, à un interprétant. Vous trouvez une idée semblable chez Wittgenstein. Bon, je n'ai pas le temps de développer ce point. En tout cas, vous voyez que ce que montre ceci, c'est que, quelle que soit, au fond, l'importance des revirements que va opérer Peirce dans les différentes classifications sémiotiques qu'il va opérer et qui tendent d'ailleurs à rebuter souvent le lecteur parce qu'on dit qu'il change sans arrêt ses classifications, il y en a tantôt 10, il y en a 70, il y en a 20. Bon, il revient sans arrêt. Et donc il ne faut pas du tout se décourager par cela, parce que ce qui compte, n'est-ce pas, ce ne sont pas les classifications. C'est le fait que ces classifications associent l'analyse des signes à celle toujours de leur sens. Et c'est la raison pour laquelle la notion de thirdness, de tiercéité, ne définit pas ce qu'est un signe, une fois encore. Elle définit une relation de signes. Je limite le mot représentation, dit Peirce, à l'opération d'un signe. Le signe lui-même, dit-il encore, est un lien. Et donc, le concept central de la sémiotique peircienne n'est donc ni celui de représentation, ni celui de représentamène, ni même, dirais-je, celui de signe. C'est bien celui de signe en acte. Il s'agit moins d'une théorie générale de la représentation que d'une théorie de la production et de la reproduction des signes et de leur interprétation, bref, de la traduction possible de signes en d'autres signes. D'où l'importance de cette phrase, le sens d'un signe est le signe dans lequel il doit être traduit. Ou encore, le sens est en sa première acception la traduction d'un signe en un autre système de signes. Fin de citation. Cela veut donc dire, vous voyez, que la tripartition aujourd'hui courante entre ce que nous appelons les aspects syntaxiques, sémantiques et pragmatiques d'un signe s'adapte très mal au projet peircien qui est en vérité pragmatiste de part en part. Ce n'est en effet que par rapport à la sémiosis que les divisions prennent leur sens. À ce titre, les divisions entre index, icône et symbole sont moins une division entre des signes différents qu'entre différentes fonctions du signe. Peirce parle plutôt de fonctions iconiques, de fonctions indexicales, de fonctions symboliques. Donc, même si l'index, l'icône, le symbole ont chacun leurs caractéristiques réelles et irréductibles, et de ce point de vue, du reste, il n'y a pas de prééminence réelle, j'y insiste, du symbole par rapport aux deux autres, même si le symbole apparaît bien comme le seul signe, dit-il, authentique, dès qu'on a affaire à un système signifiant. Mais il n'y a ni pur index, ni pure icône, dans la mesure en effet où leur sens ne se précisera que dans une sémiose ultérieure. Tous les signes restent dans une certaine mesure symboliques, l'idée maîtresse de la sémiose étant d'exemplifier une tiercéité ou relation triadique. D'où la définition que Peirce donne de la tiercéité, je cite, dans sa forme authentique, la tiercéité est la relation triadique existant entre un signe, son objet, et la pensée interprétante elle-même, signe considéré comme constituant le mode d'être d'un signe. L'avantage de substituer, vous voyez, à la notion de représentabilité la catégorie ontologique, n'est-ce pas, de tiercéité, c'est de souligner que la structure d'intelligibilité, une fois encore, n'est pas quelque chose que vous devez limiter à la seule pensée humaine. Comme en témoigne l'exemple que prend Peirce du tournesol, phénomène purement générique de la nature elle-même. Associé en tout phénomène, autrement dit, il y a, selon lui, une structure d'intelligibilité ou de tiercéité. La tiercéité indique que tout signe met en jeu de la signification
ou encore, dit Peirce, exécute une intention, une finalité, et que dans tous les cas, vous avez affaire à des significations inépuisables en raison de ce caractère irréductible de la troisième catégorie. Cette irréductibilité, que Peirce croit, à tort ou à raison, avoir démontré à l'aide de ce qu'il appelle un remarquable théorème, est celle qu'il explique, par exemple, dans son analyse de la relation du don, que, selon lui, on ne peut analyser simplement en faisant une relation dyadique. Si vous prenez la proposition « Antoine donne une bague à Cléopâtre », dans l'esprit de Peirce, toute relation autre que triadique se ramène plus ou moins à une liste, à une succession. Or, si le don a un sens, celui-ci ne peut être rendu par une liste aussi riche et aussi ordonnée soit-elle, parce qu'une liste, quelle qu'elle soit, présuppose une compréhension du principe sur lequel elle repose. Sans cette compréhension qui règle l'usage de la liste, il n'y a rien en fait qui empêche que l'on n'arrête pas la liste. Et si l'on ne comprend pas en quoi consiste le don, la liste de choses données peut donc aboutir, vous le voyez, à des absurdités. Et donc, dire que toute signification est triadique, c'est d'abord refuser de la réduire à une relation dyadique. Ce qui est caractéristique d'une action triadique, c'est que, à la différence d'une relation dyadique, un événement A produit un second événement B comme moyen de produire un troisième événement C. Autrement dit, vous voyez que la triadicité nous introduit à l'idée de finalité, de but, d'intentionnalité. Pour qu'il y ait une action triadique, il ne suffit pas qu'il y ait une relation causale, dynamique, entre un événement A et notre croyance que B. Il faut que nous voyions en A le signe qui justifie le fait B. Dans le premier cas, aucune intelligence de la relation n'est nécessaire. Dans le second cas, elle l'est. La relation signe étant donc une relation triadique authentique, ne pourra donc être identifiée à toute une série de formes dégénérées possibles de la tiercéité. Par exemple, quand vous avez une épingle qui fixe ensemble deux choses en passant à travers l'une et à travers l'autre. Ou, par exemple, l'une ou l'autre pourrait disparaître et l'épingle continuerait à passer à travers celle qui resterait. Autre exemple que prend Peirce, supposons par exemple qu'un officier commandant un peloton ou une compagnie d'infanterie donne l'ordre « armes aux pieds ». Cet ordre est bien entendu un signe. Cette chose qui est la cause d'un signe est appelée l'objet, dans le langage ordinaire l'objet réel, mais plus exactement l'objet existant représenté par le signe. Le signe est déterminé à quelle espèce de correspondance avec cet objet. Dans le cas présent, l'objet que l'ordre représente est que l'officier veut que la crosse des mousquets repose sur le sol. Fin de citation. On pourrait penser que l'on a affaire ici, vous voyez, à un cas parfait, pourtant de relation dyadique. Un ordre militaire de surcroît, on y obéit, un point c'est tout, n'est-ce pas? Pourtant, même en ce cas, pense Peirce, la relation instaurée est une relation triadique irréductible, à savoir l'action de la volonté de l'officier sur le signe n'est pas seulement dyadique. Il est clair en effet que si l'officier avait cru un seul instant que ses soldats étaient sourds et muets, ou ne connaissaient pas un mot de français, ou étaient de nouvelles recrues n'ayant reçu aucun entraînement ou décidé à ne pas obéir, sa volonté ne l'aurait probablement pas amené à donner cet ordre. Fin de citation. Donc, affirmer ici l'irréductibilité de la relation triadique, même dans un cas de ce genre, n'est-ce pas, c'est donc refuser de réduire la signification véhiculée par le signe à une relation directe, non médiatisée, entre un signe et ce que le signe signifie, son objet. Autant dire que pour Peirce, il n'y a pas de relation signe là où on peut s'attendre à trouver la signification donnée d'avance, en quelque sorte, dans le signe. Le résultat signifié d'un signe, auquel Peirce va donner le nom d'interprétant, ne peut donc jamais être de l'ordre, si vous voulez, de la régulation automatique. C'est pourquoi, dit Peirce, par exemple, un métier à tisser jacquard
dont le résultat est d'une certaine façon déjà donné dans le signe, n'est qu'un quasi-signe. Mais la relation signe authentique, une fois encore, ne consiste pas en la mise en évidence d'un seul terme irréductible, l'interprétant. Je répète, si la relation signe est bien telle, c'est d'une part parce qu'elle est la figure même de la tiercéité, et d'autre part parce qu'elle met en œuvre trois termes irréductibles, le signe, l'objet, l'interprétant, à quoi je viens donc à présent le fameux triangle peircien, objet, signe, interprétant. L'analyse de la relation signe, disais-je, passe par l'examen de cette relation complète entre objet, signe et interprétant qui n'ont de sens qu'en relation l'un avec l'autre. L'objet du signe, dit Peirce, c'est ceci. Un signe est quelque chose qui représente à quelqu'un quelque chose sous quelque rapport ou à quelque titre. Il s'adresse à quelqu'un, c'est-à-dire crée dans l'esprit de cette personne un signe équivalent ou peut-être plus développé. Ce signe qu'il crée, je l'appelle l'interprétant du premier. Le signe représente quelque chose, son objet. Il représente cet objet non sous tous les rapports, mais par référence à une sorte d'idée que j'ai appelée parfois le fondement, ground, du représentamen. Fin de citation, nous sommes en volume 2, paragraphe 228. Le processus sémiotique est donc bien une relation à trois termes, et je dis, un signe est une chose reliée sous un certain aspect à un second signe, son objet, de telle manière qu'il mette en relation une troisième chose, son interprétant, avec ce même objet, et ceci ad infinitum. Vous y êtes? Mais vous voyez, ce qui est tout à fait intéressant ici dans cette perspective encore, et je crois qu'elle doit retenir notre attention si nous voulons voir de quelle manière la réflexion philosophique peircienne peut introduire un certain nombre de réflexions contemporaines sur les signes, mais plus généralement sur la philosophie de langage et sur une certaine conception sémiotique et sémantique de la logique formelle elle-même, ce qui n'est pas rien, alors que notre tradition prégnante est évidemment la tradition frégéo-russelienne. Là, nous avons déjà une approche, vous voyez, très très différente de la logique formelle elle-même. Bon, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais vous voyez que l'élargissement même de la logique montre que, y compris dans le domaine de la logique formelle, il y a là toute une série d'éléments extrêmement intéressants à creuser, qui sont d'ailleurs creusés aujourd'hui par les logiciens, n'est-ce pas, et qui notamment sont appliqués aussi à un certain nombre de choses dans le domaine de la théorie du raisonnement, ou dans certains modèles des sciences cognitives, notamment le rôle que peuvent jouer les icônes dans la déduction en mathématiques, etc. Vous voyez, donc, il y a toute là une mine absolument extraordinaire de réflexion dans toute une série de domaines de la pensée qui sont actuellement tout à fait considérables. Bien. Mais bon, je n'en dis pas plus. Pour le moment, on y reviendra peut-être lorsqu'on fera la conclusion finale et l'évaluation générale de tous les aspects où il me semble qu'on peut encore tirer aujourd'hui pour la réflexion philosophique, n'est-ce pas, un nombre de choses considérables du pragmatisme, à condition évidemment qu'on aille aussi, et peut-être d'abord, dirais-je, voir dans ce que l'un de ses représentants, à mon avis, les plus éminents, Peirce, a pu faire dans ce domaine-là, domaine dans lequel il est à peu près le seul à avoir creusé les choses comme je viens de l'expliquer. Bon, alors je disais que le statut de l'objet a quelque chose, vous voyez, à la fois de paradoxal et de subtil. Peirce a indiqué en effet, tout de suite, dès 1873, qu'il y avait trois conditions à la présence d'un signe. Il faut que le signe, ou que quelque chose qui puisse être mis à la place d'une autre chose pour un esprit. Il faut que le signe ait des caractères qui nous permettent de le distinguer d'autres objets, qu'il soit d'une manière ou d'une autre affecté par l'objet qu'il signifie. Que l'on puisse donc repérer, vous voyez, une relation causale, soit d'ailleurs de l'objet au signe, c'est le cas de la girouette par exemple qui est directement mue par la force du vent, ou de la photographie qui est causée par une lumière radiante à partir de l'objet qu'elle représente, soit du signe vers l'objet, cas de la promesse, dont nous parlions la semaine passée, qui n'est, dit Peirce, signe de la chose promise que dans la mesure où elle causera elle-même l'existence de son être.
La troisième condition, dit Peirce, est qu'il s'adresse à l'esprit. Toute la subtilité de l'analyse va précisément dans le respect de cette double condition, qui est, je crois, vraiment centrale à la fois pour comprendre pourquoi son réalisme tout court est bien un réalisme et pas un idéalisme, et pour comprendre aussi la nature de ce réalisme sémiotique lui-même. Il faut en effet que l'objet soit à la fois réel, vous l'avez compris, et signe. Bon. Donc il vous faut maintenir l'efficace causale ou seconde de l'objet, tout en respectant cette idée que l'objet est lui-même pris d'emblée dans le réseau de signes, puisque nous n'avons pas le droit à une connaissance intuitive. L'objet est donc d'abord signe parce qu'il est toujours saisi à partir de son fondement. Tout référent est donc, dans l'esprit de Peirce, toujours, n'est-ce pas, une sorte de cas limite fictif, déjà structuré par les règles du langage, toujours saisi à partir d'un certain angle, le ground, qui fait éclater l'objet dans la représentation en une multiplicité d'aspects. Le ground, donc le fondement, n'est-ce pas, et donc la relation du signe à l'objet est ce qui justifie un certain type d'interprétation. C'est en effet un attribut de l'objet en tant que cet objet a été choisi d'une certaine façon et que certains de ces attributs ont été rendus pertinents. Dans l'expression « cette table est cirée », vous voyez que la table aurait pu être perçue et décrite comme solide, belle, etc. Le ground n'est donc pas le signe véhicule, car ce signe possède maintes caractéristiques non pertinentes à sa fonction signe. Le ground, c'est le point de vue selon lequel vous allez interpréter le signe véhicule comme signe de son objet. C'est dans le terme précisément du fondement de signification que Peirce va élaborer sa division, vous le comprenez, des signes en icônes, index et symboles. L'icône se rattache à l'objet par ressemblance, ou si l'objet est une simple qualité ou un simple type, en l'incarnant ou en l'exemplifiant. Par exemple, si vous utilisez un morceau de tissu comme échantillon de couleur, alors vous l'utilisez dans son caractère comme signe de la couleur qu'il incarne. Un index sera rattaché à l'objet existentiellement en étant un effet, exactement comme la fumée est un effet du feu, et signifie par là l'existence d'un feu à l'endroit où celui-ci apparaît. Enfin, un symbole est rattaché à son objet par une règle qui a pour effet de dire qu'il doit être interprété comme signifiant cet objet. Par exemple, les parties conventionnellement signifiantes du discours. Le fondement d'un symbole, vous voyez, lui-même, est donc d'emblée, lui aussi, directement sémiotique. Ce que n'est pas, en revanche, le fondement ni des icônes, ni des index. Dans chacun des cas, il faut distinguer très précisément entre la signification que le fondement signifie et le fondement lui-même. La signification est ce que l'on est justifié à interpréter. Le fondement est ce qui justifie ou détermine cette interprétabilité. Autrement dit, bien que le ground, le fondement d'un signe, justifie certaines interprétations de ce signe, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'est pas infaillible. Et c'est ce qui explique pourquoi certains signes sont faux. Si des interprétations fondées ne peuvent être des mésinterprétations, puisqu'elles appréhendent correctement la signification du signe, elles peuvent être donc erronées d'une autre manière. Par exemple, la fièvre peut être un signe ou un symptôme d'une maladie parce que la plupart des cas de fièvre sont causés par une maladie. En l'absence d'informations quant au contraire, vous inférez donc à juste titre la maladie à partir du fait de la fièvre. Mais supposez que
cette personne fiévreuse se révèle ne pas être finalement malade, eh bien, votre conclusion, bien que reposant sur une interprétation fondée de la fièvre, sera erronée. Vous voyez? Donc, il faut bien distinguer les deux niveaux. Deuxième caractéristique, comment maintenir l'efficacité causale de l'objet. Peirce introduit ici une distinction subtile entre ce qu'il appelle l'objet immédiat, ou objet tel que le signe le représente, et l'objet dynamique, ou objet réellement efficient, mais pas immédiatement présent. L'objet dynamique, donc, vous voyez, correspondrait au réel existant, réactif, donné comme interprété, l'objet tel qu'il est, réel, condition de possibilité de la sémiose. Il serait la réalité qui, par un moyen ou un autre, parvient à déterminer le signe à sa représentation. Mais vous voyez la difficulté, cela tend à faire dire que l'objet dynamique est hors du signe, ce que ne manque pas d'ailleurs de lui objecter Lady Victoria Welby, qu'il serait antérieur à ce dernier et donc, en un sens, indépendant de lui. Or, ce serait par là même tomber dans l'erreur nominaliste de la Ding and sich que stigmatise Peirce. L'indépendance de l'objet n'est jamais, chez lui, que la limite asymptotique de l'opération sémiotique. Voici ce qu'il dit. Par objet, je signifie tout ce que nous pouvons penser, c'est-à-dire tout ce sur quoi nous pouvons parler. Fin de citation. Et c'est la raison pour laquelle Peirce analyse parfois l'objet comme l'univers de discours de De Morgan que symbolise la feuille d'assertion des graphes existentiels. La distinction objet immédiat, objet dynamique, vous voyez, ne correspond donc pas, ce serait une erreur, à la distinction entre le réel et sa représentation, puisqu'aussi bien l'objet dynamique peut être un monde imaginaire ou fictif, comme dans Hamlet était fou, ou encore un objet multiple, comme dans Repos et armes, dont l'objet propre est l'action ultérieure des soldats, mais aussi l'univers des choses désirées par l'officier commandant à ce moment-là. Vous voyez qu'il y a donc deux objets possibles dans ce cas-là. Aussi Peirce préfère-t-il parler d'objets dynamiques et non d'objets réels. L'objet immédiat, quant à lui, serait alors l'objet dynamique, comme dit Peirce, connu dans le signe. Supposons, pour comprendre la distinction entre objet dynamique et objet immédiat, Peirce donne un exemple qui, à mon avis, est assez éclairant en 8.314. Supposons par exemple que je me réveille le matin avant ma femme, qu'elle s'éveille ensuite et me demande « Quel temps fait-il » Cette question est un signe dont l'objet immédiat, tel qu'il est exprimé, est le temps à ce moment-là, mais dont l'objet dynamique est l'impression que j'ai vraisemblablement retirée en jetant un coup d'œil au dehors, en entrebâillant les rideaux. Vous voyez ? Bon. Supposons que je réponds « Il fait orageux ». Voilà un autre signe. Son objet immédiat est la notion du temps présent dans la mesure où il s'agit de quelque chose qui lui est commun à elle et à moi. Non pas quant à son caractère, mais quant à son identité. L'objet dynamique est l'identité des conditions météorologiques réelles et actuelles du moment. Fin de citation. 8.314. Vous voyez que l'objet dynamique est donc déjà donné dans son indétermination vague et non comme objet concret. C'est l'impression vague, priméité, qui va être la cause secondéité déterminant l'objet immédiat, tiercéité, c'est-à-dire la notion ou idée générale construite, l'universel demultis commun aux deux protagonistes de la discussion. Si certains textes sont donc quelquefois un peu ambigus, Peirce parlant parfois du signe comme une sorte d'émanation de l'objet ou d'un fragment arraché à l'objet, il reste que si l'objet dynamique peut déterminer le signe à sa représentation,
c'est bien parce qu'il est déjà lui-même signe. Vous voyez? Bon. Autrement dit, tout signe représente un objet indépendant de lui-même, mais il ne peut être un signe de cet objet que dans la mesure où cet objet a lui-même la nature d'un signe de la pensée. Car le signe n'affecte pas l'objet, mais en est affecté, de sorte que l'objet doit être capable de communiquer la pensée, c'est-à-dire doit avoir la nature de la pensée ou d'un signe. Fin de citation, 1 538. Que l'objet soit donc d'emblée une abstraction, vous voyez, ou un universel abstrait, en quelque sorte, saisi à partir de son fondement, que le signe puisse en conséquence l'exprimer, mais seulement l'indiquer, explique l'importance de deux facteurs cruciaux pour le bon déroulement de toute relation signe. D'abord, il faut que vous ayez une certaine familiarité, acquaintance, avec le système de signes. Cela, c'est indispensable pour seulement, dit Peirce, commencer à avoir la moindre idée signifiée par le signe. Et ce qu'il appelle encore l'observation collatérale, qui se distingue de cette familiarité primitive et qui met en jeu une familiarité préalable avec ce que le signe dénote. Par exemple, si vous voulez comprendre ce que signifie un signe tel que « Hamlet était fou », il vous faut savoir que les hommes se trouvent parfois dans cet état bizarre, en avoir vu, ou du moins en avoir entendu parler. Vous améliorerez encore la situation si vous savez de façon non seulement conjecturale mais spécifique ce qu'était la notion shakespearienne de folie. Étant donc admis qu'il doit y avoir entre l'objet et le signe une relation, vous voyez, dynamique de causalité, une contrainte, il faut un élément essentiel à l'effectuation de cette relation causale, l'expérience collatérale, c'est-à-dire une expérience indépendante de l'action du signe et qui ne fait pas partie non plus de l'interprétant, mais sans laquelle l'objet ne peut avoir un rôle vraiment causal. Bref, exercer une véritable secondéité et par là même entrer dans le processus de signification et de compréhension. Vous voyez? Il faut donc que l'expérience collatérale, c'est-à-dire l'ensemble des habitudes que vous avez acquises, en un sens, crée l'objet. C'est pourquoi, si Peirce insiste sur le lien causal qui unit l'objet au signe, il souligne aussi le lien causal qui relie le signe, réseau d'habitudes, d'expériences collatérales, d'usage, n'est-ce pas, à son objet. L'objet est introduit à l'existence, dit-il, par le signe. L'objet d'un signe peut parfois être quelque chose de créé par le signe. Et cette expérience doit transformer l'objet en signe pour que l'objet puisse à son tour fonctionner dynamiquement, vous voyez, dans la relation signe. Mais en amont comme en aval, ce qu'il faut retenir, c'est que l'objet est toujours pris dans le réseau des signes, toujours objet d'interprétations antérieures. L'objet réel est aussi ce qui apparaît comme ce qui serait construit et idéalement représenté au niveau de l'interprétation finale. L'objet tel qu'il est, dans des relations telles que celles où il se trouverait à l'issue d'une étude finale. À ce stade, vous voyez que l'objet immédiat tendra à se confondre, mais seulement à ce moment-là, avec l'objet dynamique, puisque c'est l'objet dont notre connaissance, en quelque sorte, a confirmé le caractère objectif ou vrai, ou ce qui revient au même, réel. L'objet immédiat est la réalisation, en quelque sorte, la matérialisation ou encore la progression de la tiercéité. L'objet de tout signe étant un individu, ou habituellement une collection individuelle d'individus, pour connaître l'objet, ce qui est requis, dit Peirce, c'est une expérience antérieure de cet objet individuel. Point n'est donc besoin d'une intelligence ni d'une raison particulière de la part de l'interprète. En revanche, connaître l'interprétant ou ce que le signe lui-même exprime peut exiger, dit Peirce, la capacité la plus haute du raisonnement, ce à quoi je viens maintenant, je vais
essayer de résumer les points pour que vous laissiez un peu de temps à la discussion. En tout cas, il est évidemment important, quand on présente la sémiotique philosophique pragmatiste de Peirce, de dire quelques mots sur ce concept d'interprétant, parce que c'est sûrement lui qui constitue l'originalité décisive de la théorie peircienne du signe. Comme le dit Peirce, la signification, il le dit à Lady Welby, est affaire non de relation de signe à objet, mais de relation de signe à interprétant. Très généralement, on peut dire que l'interprétant correspond, si vous voulez, à notre concept de sens, de façon générale, puisque celui-ci est défini comme l'interprétant général entier. Bon. Donc, dans la relation triadique, l'interprétant a en effet un rôle médiateur d'information, d'interprétation, ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus exactement, de traduction d'un signe dans un autre signe. Le sens d'un signe, je vous le rappelle, c'est le signe dans lequel il doit être traduit. Vous voyez donc pourquoi il joue un rôle fondamental, évidemment, dans la signification, puisqu'un signe est seulement un signe in actu en vertu de ce qu'il reçoit une interprétation, c'est-à-dire en vertu de ce qu'il détermine un autre signe du même objet. Si l'interprétant est donc bien de l'ordre de la représentation, il est essentiel de ne pas en donner une lecture intellectualiste ou psychologisante. Assurément, Peirce le définit parfois comme l'idée qui fait naître le signe ou l'effet qu'il produit dans l'esprit d'une personne. Mais cela ne doit pas faire illusion, contrairement à certaines interprétations qui ont été faites de façon erronée après, notamment par Morris. Certes, Peirce définit parfois donc le signe comme l'idée qui fait naître le signe ou l'effet qu'il produit dans l'esprit d'une personne, mais s'il le fait, c'est parce que, comme il l'écrit à Lady Welby, c'est parce qu'il désespère de faire comprendre sa propre conception élargie qu'il introduit la notion de personne. Mais ça veut dire que l'interprète, n'est-ce pas, n'est pas quelque chose qui couvre toute la catégorie de l'interprétant. L'interprète n'est jamais qu'un quasi-esprit, ce n'est qu'un signe parmi d'autres. Vous voyez donc que la classe des interprétants est très large. Elle va comprendre des interprétants logiques, mais aussi des interprétants affectifs. C'est par exemple l'effet produit sur vous par l'audition d'un morceau de musique, des interprétants énergétiques, par exemple ce qui implique des efforts musculaires comme dans le commandement de mettre l'arme au pied, etc. Vous voyez, donc Peirce va aussi distinguer interprétant immédiat, dynamique, etc. Bon, je n'entre pas dans les détails. Ce que le concept d'interprétant, en tout cas appliqué, si vous voulez, à la théorie dans son ensemble, ce que le concept d'interprétant met en relief, c'est que quel que soit le processus psychologique ou physiologique, c'est le caractère interprétable du signe qu'il faut retenir et qui permet que s'effectue cette interprétabilité. D'où un autre trait spécifique de la relation signe, vous voyez, son caractère nécessairement indéfini et ouvert. Cette absence de limite va se trouver d'abord au niveau du premier représentamen, qui est d'emblée un interprétant d'un représentamen antérieur, dire impossibilité chez Peirce d'une connaissance première, mais elle se trouve aussi du côté du nombre, vous voyez, des représentamens que peut interpréter l'interprétant comme signe du même objet. Par exemple, si vous prenez le terme « man » comme règle du dictionnaire, ce n'est pas seulement l'interprétant d'homme, R1, mais aussi d'anthropos, R2, d'uomo, R3, etc. Voyez ? Absence encore absence de limite du côté de l'objet, puisque l'objet immédiat n'est jamais une excéité, mais une classe d'objets saisie à partir d'un ground. Si vous changez de ground, vous aurez de nouveaux objets, de nouveaux interprétants. Absence de limite, enfin, du côté de l'interprétant, engendrée par le principe de traductibilité lui-même. Tel est le moteur de l'analyse pragmatiste de la proposition. Si le signe originel est une proposition, ses interprétants
seront simplement toutes les propositions que vous pourrez en inférer. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Peirce refuse à l'avance toute lecture réductionniste ou vérificationniste stricte de la maxime pragmatiste. Pourquoi il considère, je le cite, que le pragmaticisme n'est pas exclusivement une opinion sur l'interprétant dynamique. Fin de citation. Car le propre, justement, de ce qu'il appelle l'interprétant final, ce n'est pas de consister en la manière dont un esprit quelconque agit, ça c'est l'interprétant dynamique, mais dans la manière dont tous les esprits réagiraient. Il manque donc à l'interprétant dynamique, vous voyez, ce qui est nécessaire au fonctionnement correct, comme nous l'avons vu, de la relation signe, d'être assez général et universel pour avoir le caractère d'une règle ou d'une loi, bref, d'énoncer une vérité qui pourrait s'exprimer sous la forme d'une proposition conditionnelle de la forme, si telle ou telle chose devait se produire pour n'importe quel esprit, ce signe déterminerait cet esprit à telle ou telle conduite, par quoi on entendra une action effectuée d'après une intention de l'autocontrôle. Or, aucun événement qui touche un esprit, écrit Peirce, aucune action d'un esprit ne peut constituer la vérité de cette proposition. Donc, pour qu'il y ait relation triadique, il ne suffit donc pas que la relation le soit, il faut que l'interprétant aussi le soit. Donc, même si un signe tel que cet ordre, reposer arme, met en jeu une relation triadique, puisque l'ordre donné, nous l'avons vu, suppose que l'action de la volonté de l'officier ne s'exerce pas de façon purement diadique, l'interprétant dynamique lui-même est, si l'on peut dire, un interprétant dégénéré, puisqu'il est diadique, alors que le propre résultat signifié du signe qu'est l'interprétant authentique devrait être nécessairement un résultat triadique, dit Peirce. Vous voyez que l'indétermination donc foncière de la relation signe ne tient pas seulement à sa triadicité, elle tient bien à l'importance décisive que joue parmi les interprétants l'interprétant que Peirce appelle parfois final ou ultime, seul capable de garantir le caractère triadique de l'interprétant et par là même l'authenticité de la relation. Donc, de même qu'il ne saurait y avoir de signe isolé, c'est-à-dire aucun signe qui ne soit en relation avec un autre signe, bref, sans système de signes, il ne saurait y avoir de signe véritable sans régression à l'infini. Si la suite est interrompue, dit Peirce, le signe, par le fait même, perd son caractère parfaitement signifiant. Fin de citation. De même que l'objet du signe, nous l'avons vu, n'était qu'une limite asymptotique, en quelque sorte, l'interprétant final ou ultime ne peut être davantage compris, c'est un point que Gilles Granger avait fort bien vu et un des premiers à souligner, comme une clôture à quelque endroit que ce soit de la chaîne interprétative. L'interprétant final, en d'autres termes, c'est simplement ce vers quoi tend l'interprétant réel, tant il est vrai, dit Peirce, que tout sens dépend d'une fin. Et donc, même en présence d'un interprétant final ultime, comme l'est par exemple dans l'esprit de Peirce l'interprétant logique, ou, comme il l'appelle parfois, l'effet signifié du signe lorsqu'il s'agit d'un concept, eh bien vous voyez que cet interprétant final, habitude, constitue, comme une règle d'action, ne constitue pas un arrêt dans la chaîne des interprétants. S'il n'est pas un signe comme les autres, en ce qu'il unifie tous les autres interprétants, cela ne l'empêche pas, ici encore, d'être un signe d'une autre façon. En d'autres termes, l'interprétant n'est rien d'autre qu'une autre représentation qui reçoit chemin faisant le flambeau de la vérité, et en tant que représentation, il a de nouveau son interprétant. On le voit bien, c'est une autre série infinie. C'est la raison pour laquelle, dit Peirce, dans un langage un peu fleuri, un peu exalté, tout symbole est une chose vivante, en un sens très strict, qui n'est pas une simple figure de rhétorique. Le corps du symbole change lentement,
mais sa signification croît inévitablement, incorporant de nouveaux éléments et rejetant les anciens. Eh bien, vous voyez cette conception de la signification comme liée au développement incessant et créateur de ce que Peirce appelle la troisième catégorie, donc catégorie de la continuité, du sens, de la généralité et de l'intelligence, a pour corollaire l'idée que la pensée doit vivre, se développer au travers d'incessantes traductions nouvelles et plus élaborées, sous peine de n'être qu'une pensée inauthentique, dit-il. Et c'est pourquoi, si le réalisme sémiotique ne livre pas d'universaux du langage, il révèle en tout cas quel est le véritable unum de multis. L'index l'icône, on l'a dit, n'a certes rien. C'est le symbole qui est le signe vraiment authentique dans la mesure où il exigera la référence à un interprétant qui, seul parmi les signes, sera capable d'introduire la généralité dans le processus signifiant et donc d'autoriser la connaissance. Reste que c'est une conséquence de l'analyse sémiotique comme analyse catégorielle, le fonctionnement symbolique lui-même, n'est-ce pas, supposera toujours l'association du symbole avec un index et avec une icône. Toute situation dans laquelle opèrent des signes est donc en dernière analyse une situation, vous le voyez, de connaissance. L'idée, pourrait-on dire, serait banale si elle ne s'inscrivait chez Peirce dans une perspective, comme je l'ai dit, décidément réaliste. Tout nominaliste aussi insiste en effet sur le caractère commode et indispensable des signes comme instrument de connaissance. Mais Peirce ne dit pas seulement que les signes créent ou facilitent le savoir. Si, d'une certaine façon, vous l'avez compris, ce savoir n'était pas déjà là, en quelque sorte, les signes ne serviraient à rien. Cette nécessité d'une connaissance préalable à tout processus de signification et donc indépendante à proprement parler de lui, indique d'ores et déjà l'importance décisive de la pratique, des usages, des conventions aussi et des règles pour le fonctionnement de la procédure signifiante. Est également mis en lumière, comme je l'ai dit, le caractère inépuisable, indéfini de la signification. Je cite, « Le sens ne se trouve pas dans ce qui est actuellement pensé, mais dans ce à quoi cette pensée peut être reliée du fait qu'elle est représentée par des pensées qui la suivent, de sorte que le sens d'une pensée est quelque chose d'entièrement virtuel. Si la signification est inépuisable, c'est donc en raison du caractère triadique de la relation, mais c'est aussi en raison du caractère triadique de l'interprétant, toujours lui-même signe, susceptible d'engendrer de nouvelles interprétations. D'où la fameuse formule « tout ce qui est indéterminé est de la nature d'un signe » 5 448 N. Mais vous voyez que du même coup, si toute relation triadique authentique enveloppe la pensée ou la signification, c'est parce que, en quelque sorte, la tiercéité est déjà à l'œuvre antérieurement à la signification, sous la forme d'une indétermination ou d'un vague des choses elles-mêmes. Sans doute est-ce la raison pour laquelle Peirce ne limite pas l'usage qu'il fait du concept de symbole à celui de termes conventionnels. Certes, tous les mots, phrases, livres et autres signes conventionnels sont des symboles, mais à l'évidence, il envisage aussi la possibilité de symboles naturels. Et je crois que c'est la raison pour laquelle ce réalisme est bien en effet la mise en œuvre de trois termes irréductibles. Un interprétant, un objet, un signe. Et si comprendre ce que le signe exprime son interprétant peut, dit Peirce, exiger la capacité la plus haute de raisonnement, si pour connaître l'objet, ce qui est requis, c'est une expérience antérieure de cet objet individuel, c'est seulement, dit-il, de perception fine et d'une certaine familiarité avec ce que sont les habituels concomitants de telles apparences et ce que sont aussi les conventions du système de signes dont on a besoin. Pour, dit-il, lire tout simplement le signe et pour distinguer un signe d'un autre. Bien, je m'arrêterai là pour vous laisser un petit peu de temps pour la discussion, de laquelle on pourra peut-être revenir sur certains des points.